sombre mascarade par Thorpe McCluskey. Jusqu'au début du printemps 1939, je n'avais jamais pénétré dans une maison réputée hantée. Je n'avais d'ailleurs jamais rencontré personne qui l'eût fait. Tout cela arriva d'une manière assez décousue. Une douzaine ou une quinzaine d'entre nous prîmes la route de Phipps Cove, un samedi après-midi, pour passer le week-end chez les Bradley Merrill. Comme cela me paraît lointain aujourd'hui. À l'époque, je m'attendais à un séjour délicieusement paisible. Je connaissais déjà, ou du moins de vue, plusieurs des invités. Bob Mansfield, qui peignait pour le plaisir, mais gagnait sa vie en concevant des appartements fantasques et hors de prix pour des gens très riches. Rebikoff, propriétaire d'un théâtre de marionnettes, Gladys Sotgan, romancière acerbe et garçon manqué, et 3 ou 4 autres. Merrill, soit dit en passant, était, et est toujours, illustrateur. L'après-midi fut détendu et agréable. Nous jouâmes à une sorte de tennis improvisé sur la pelouse, nous nous baignâmes, ceux d'entre nous dotés d'instinct d'ours polaire dans une mer glaciale, et bavardâmes en flânant. Le dîner fut servi à 7 heures, dans une vaste salle aux murs crème, au plafond élevé dominé par une immense cheminée de marbre noir où brûlait un feu de bois flotté, crépitant et projetant des étincelles multicolores contre l'écran de protection. Le repas s'étira longuement. La nuit était déjà tombée lorsque nous nous retrouvâmes enfin dans le grand salon spacieux et élégant autour de brandy et de highballs. Comme toujours, Bradley et Ellswood n'avaient prévu aucun programme précis pour la soirée. Vladimir Lesso inaugura les festivités en s'installant au Checkering pour nous offrir un concert improvisé. Puis Clevedor exécuta quelques tours de magie, et après cela, nous dansâmes. Le temps passa avec une rapidité déconcertante. Ce fut avec une surprise incrédule que je vis Bradley jeter un coup d'œil à la haute pendule de noyer dans le hall et lever théâtralement la main et déclarer « Dans 10 secondes, mes pieux amis, et j'espère pas trop ivres, il sera exactement minuit, heure normale de l'Est. » Il n'avait pas terminé sa phrase que la vieille horloge grinça, racla, puis sonna 12 coups, lents et graves. Nous écoutâmes en silence. À peine le dernier écho s'était-il éteint que Gladys Sugden fit la suggestion inévitable. « Une histoire de fantôme. Qui raconte une histoire de fantôme ?» Bob Mansfield écrasa l'idée avec un scepticisme raffiné. « Voyons, Gladys, toi plus que quiconque, nous n'avons pas besoin de quelque chose d'aussi banal, pas quand il y a une maison hantée, juste ici, dans la crique. » J'avais entendu parler de cette maison, à quelques kilomètres sur la route côtière. Elle était inhabitée depuis plus d'un demi-siècle. On savait qu'elle avait été bâtie par Jeremiah Phipps, l'un des corsaires, ou plus souvent pirates, les plus prospères de Nouvelle-Angleterre. Gladys, avec un empressement légèrement excessif à mon goût, se rallia aussitôt à l'idée. « Parfait. Quoi de mieux pour un samedi soir? J'ai toujours rêvé d'entrer dans cette maison. Allons-y jeter un coup d'œil ce soir, la lune est splendide. » Nous votâmes. Les pour l'emportèrent sans surprise, et même de manière écrasante. Dès le début, je soupçonnais une supercherie. J'appris plus tard que j'avais raison. Et qui en étaient les instigateurs? Bradley, Bob Mansfield et un petit dessinateur d'apparence effacée nommé Gregory. Gladys était dans le coup, elle aussi. Ma conviction que nous allions assister à une mise en scène fantomatique amateur fut renforcée lorsque je remarquai, pendant que nous nous préparions à partir, que Mansfield et Gregory s'étaient éclipsés sans bruit. Je supposais qu'ils seraient les fantômes de la soirée. Nous montâmes dans 3 ou 4 voitures et parcourûmes les 6 ou 7 kilomètres qui nous séparaient du manoir Phipps, baigné par la lumière de la lune. Il paraissait encore plus ancien, plus menaçant que de jour, avec ses cheminées extérieures décharnées et ses profondes fenêtres à petits carreaux enfoncés dans l'ombre. Tandis que nous nous rassemblions devant cette masse noire, je scrutais les ombres projetées par la maison et par les arbres à la recherche de la voiture de Mansfield. Mais il y avait des dizaines de mares d'obscurité où un véhicule aurait pu se dissimuler. Bradley n'eut ni à forcer ni à crocheter la porte.
Elle n'était pas verrouillée et s'ouvrit facilement. Ce détail me parut significatif. J'étais plus que jamais convaincu que quelqu'un était passé avant nous et se cachait déjà à l'intérieur. Lorsque nous fûmes tous dans le vestibule, Bradley referma la porte derrière nous dans un long grincement de gonds massifs, ponctué par le déclic rouillé du loquet en fer forgé. Il alluma une lampe torche. Il avançait avec une assurance qui me fit penser qu'il était déjà venu ici. Nous entrâmes dans une vaste pièce à l'avant de la maison. J'aperçus fugitivement au bout du couloir un long escalier qui montait dans l'obscurité. Je sentis plus que je ne vis les moulures ornées dominant des volumes froids et caverneux, tout recouverts d'une fine couche de poussière lourde. Je remarquai aussi que Bradley avait pris soin de diriger le faisceau de sa lampe vers le plafond jusqu'à ce que nous soyons tous entrés dans l'immense salon. J'étais certain qu'il faisait tout cela pour nous empêcher de remarquer les empreintes fraîches de Mansfield et Gregory dans la poussière du sol. À part la lumière de la lampe, le salon était presque entièrement plongé dans le noir. De lourds volets de bois fermaient les fenêtres, ne laissant pénétrer la lumière de la lune que par 2 ou 3 fentes étroites entre les panneaux déformés. Cette clarté était trop faible pour révéler autre chose que la présence et la position approximative des personnes dans la pièce. Certainement pas pour permettre de nous identifier les uns les autres. « Bon, Brad, nous y voilà », lança Gladys d'un ton enjoué. « Amène tes fantômes. Ou faut-il aller les chercher nous-mêmes? Qui a peur du grand méchant fantôme, hein ?» Bradley esquiva avec calme. « C'est censé être une maison hantée, non, Gladys? Un fantôme peut tout aussi bien apparaître ici que là-haut ou à la cave. Pour ma part, je reste ici et j'attends ce qui doit arriver. Je n'ai aucune envie de voir un plancher pourri s'effondrer sous mes pieds. Ce lieu n'est pas exactement un palais de réjouissance. » Je soupçonnais qu'il craignait surtout que nous ne tombions sur ces fantômes avant qu'ils n'aient eu le temps d'enfiler leur peinture phosphorescente. Il obtint gain de cause. Il éteignit la lampe de poche pour faire plus réaliste, dit-il, et nous attendîmes. Je ne sais pas très bien ce que j'attendais. Je dois reconnaître que l'incertitude de l'attente me donne la chair de poule. Elle devait affecter bien plus profondément ceux qui ne soupçonnaient aucune supercherie. Il y avait une irréalité dans toute cette aventure. Une irréalité dans la vague silhouette de nos corps, une irréalité dans le silence froid de cette pièce brisée depuis longtemps. Je me surpris à me demander comment un groupe d'adultes supposément intelligents pouvait se comporter d'une manière aussi parfaitement absurde. Puis je remarquai la lumière. Au début, ce n'était qu'une lueur des plus ténues, à peine plus qu'un allègement de la noirceur totale au-delà de la porte ouverte du couloir. J'eus l'impression de sentir les contours du hall devenir perceptibles, sans les voir réellement, baignés dans une sorte de pénombre violacée. Cette lumière étrange était si vague qu'elle aurait presque pu être imaginaire, mais le frisson qui me parcourut lentement l'échine était lui bien réel. Les autres le ressentirent aussi. Je sentais qu'ils reculaient instinctivement, s'éloignant de la porte. La lueur devint plus intense et une tension me saisit, avec la certitude que quelque chose descendait silencieusement l'escalier, s'approchant dans le couloir. Invisible pour moi encore. Je dus reconnaître à contre-cœur que Bradley montait son spectacle avec un art consommé. Pas de gémissements creux, pas de chaînes cliquetantes, ces effets théâtraux grossiers qui sabotent leur propre impact. C'était précisément l'absence d'effets qui laissait libre cours à notre imagination et faisait naître une appréhension diffuse et oppressante. Je me demandais comment Bradley comptait produire ces fantômes sans briser l'atmosphère. Peut-être n'avait-il pas l'intention d'en montrer réellement. Peut-être cherchait-il un effet d'un autre ordre, plus subtil. Je ne sais pas combien de temps nous restâmes là dans cette pièce vide. Peut-être plusieurs minutes. Personne ne parla, personne ne bougea, tandis que nous scrutions cette lueur qui n'était guère plus qu'une obscurité atténuée. Je me dis alors avec une admiration secrète pour ma propre perspicacité que cette lumière devait probablement provenir de l'ouverture d'un vitrail, laissant entrer la lumière lunaire. 1 à 2 fois, j'entendis quelqu'un inspirer brusquement, puis relâcher son souffle dans un demi-sanglot. Puis je vis les silhouettes.
Dans cette pénombre violacée, elles apparurent comme des taches vagues de forme humaine, immobiles, silencieuses, dans le couloir. Depuis, je me suis souvent demandé combien d'entre nous, en cet instant précis, ne crurent pas réellement qu'il s'agissait de fantômes. Progressivement, comme un éclairage indirect que l'on ajuste lentement, la lueur s'intensifia. Avec elle, la certitude me vint que je reconnaissais ces deux figures immobiles. Celui de droite, grand, légèrement voûté, était à coup sûr Mansfield. La tache sombre qui lui masquait la partie inférieure du visage n'était qu'une fausse barbe. Le pantalon ample, la suggestion d'un coutelas à la ceinture, tout cela faisait partie du costume de pirate que Bradley avait jugé le plus approprié pour l'occasion. L'autre, placé à gauche et légèrement en retrait de Mansfield, était bien Gregory. Il s'était barbouillé la poitrine d'une épaisse tache de peinture pour simuler du sang, et il gardait les mains croisées dessus. Aucun des deux ne bougeait. Ils ne parlaient pas. La lumière était encore trop faible pour distinguer nettement leurs traits, mais lorsqu'elle gagna un peu en intensité, un frisson nerveux me parcourut. Je sentis plus que je ne vis que leurs lèvres remuaient, comme s'ils tentaient de parler. Leurs mains étaient tendues vers nous comme pour nous avertir de reculer. C'était un effet indéniable. Bradley réussissait son coup à merveille. Puis soudain une femme cria. Un hurlement, aigu, strident et déchirant. En un instant, la tension hypnotique qui nous paralysait tous se rompit. Bradley jura et ralluma brutalement la lampe de torche. Dans un précipité de pas affolés, Gladys Sugden se précipita auprès de la jeune femme qui sanglotait violemment. La voix de Bradley tonna, se voulant rassurante. « Ça suffit, c'est terminé. Ce n'était qu'une plaisanterie. Pour l'amour de Dieu, Gladys, fais-lui comprendre que c'était juste une plaisanterie. » Une plaisanterie de fort mauvais goût. Je suis désolé. Il braqua le faisceau sur les deux silhouettes figées dans l'embrasure du couloir. D'accord. Bob, Gregory, c'était amusant, mais ça suffit maintenant. Allez, entrez, on arrête là. Les deux figures ne bougèrent pas. Elles restaient là, immobiles, les bras tendus vers nous, les lèvres remuant encore. Bradley jura de nouveau, cette fois sans aucune trace d'humour. « Bande d'idiots obstinés, vous ne voyez pas que vous êtes en train d'effrayer une des filles à mort? Entrez ici et ôtez ces accoutrements. » Toujours aucun mouvement. Je crois que nous commencions tous à avoir peur, à craindre qu'ils ne soient entrés ici si profondément dans leur rôle qu'ils en avaient perdu la raison. Même Bradley ne semblait plus savoir ce qu'il pouvait faire ensuite. Quelle nouvelle plaisanterie macabre il aurait pu imaginer. Curieusement, alors que je les observais avec une attention presque obsessionnelle, je remarquais d'autres détails. Je vis, comme je l'avais soupçonné, qu'il y avait bel et bien un vitrail très haut au-dessus de l'escalier. C'était lui qui projetait cette lueur surnaturelle dans le couloir, plus vive ou plus faible selon que la lune était dégagée ou voilée par des nuages. Presque furtivement, Bradley s'avança. Il n'était plus qu'à 2 mètres de Mansfield, la lampe braquée en plein sur son visage. J'étais juste derrière lui, et je pouvais voir Mansfield très clairement. Il y avait dans son regard une fixité étrange, si troublante qu'elle me donna malgré moi une sensation proche de l'horreur. Une pensée me traversa brusquement l'esprit. Et si cet endroit était réellement hanté? Et si ces hommes avaient vu quelque chose qui leur avait fait perdre la raison? Bradley jura encore, violemment. Le son brutal claqua contre mes tympans comme une explosion. Avec ce juron, Bradley bondit en avant, le bras tendu, droit vers Mansfield. Mansfield et Bradley avec lui reculèrent. Ils glissèrent en arrière, rapidement, sans effort, comme si le sol n'offrait aucune résistance. Ce mouvement soudain me rappela bizarrement le changement rapide des images projetées par une vieille lanterne magique. Puis le tableau se reconstitua. Mais cette fois, Bradley se tenait au centre du couloir. Il regardait sa main droite tendue devant lui avec une expression de stupeur intense. Mansfield et Gregory s'étaient arrêtés au pied de l'escalier, leurs bras toujours tendus vers nous comme pour nous repousser. Bradley parla d'une voix pâteuse comme un homme ivre. « Bob. Bob. » Les épaules voûtées, il avança en titubant. À mesure qu'il approchait, Mansfield et Gregory se retournèrent brusquement et bondirent dans l'escalier.
Le faisceau de la lampe éclaira pleinement leurs silhouettes, les marches, le mur au-dessus d'eux. Et alors cela arriva. Quelque chose qui dépasse toute expérience humaine ordinaire. Instantanément, comme un éclair, 2 étrangers apparurent en haut de l'escalier. 2 hommes à la peau hâlée, aux muscles puissants. Des hommes aux dents éclatantes, sous de lourdes moustaches, avec l'éclat de l'or à leurs oreilles et le scintillement de coutelas dans leurs mains. C'était comme un film muet, projeté à une vitesse folle. Il n'y eut aucun son, seulement une violence de mouvement absolue. Il aurait dû y avoir le martèlement de pieds nus sur les marches, le souffle rauque des hommes, l'explosion de jurons sauvages. Mais je n'entendis rien, rien du tout. Mansfield et Gregory jaillirent vers le sommet de l'escalier. Mansfield était légèrement en tête. Son bras droit s'abattit dans un geste de taille et passa à travers l'un des hommes comme à travers un mirage. Son corps, n'ayant rencontré aucune résistance, tourna follement sur lui-même et bascula par-dessus la balustrade basse. J'entendis le fracas de sa chute. Et plus aucun bruit. Je vis Gregory se projeter contre l'autre étranger, traverser son corps au même moment où un coutelas scintillait, puis disparaître de mon champ de vision sur le palier. Et brusquement, il n'y eut plus personne. Personne du tout. Le sommet de l'escalier nous faisait face, vide, désert. J'entendis Gladys hurler. Elle essayait d'appeler le nom de Mansfield, mais les sons qui sortaient de sa gorge n'avaient plus rien d'humain. Mon corps se mit à trembler violemment. Des vagues de chaleur et de froid me balayèrent tour à tour. Je crois que l'horreur nous saisit, alors tous comme un poing gigantesque, nous broyant jusqu'à ce que toute pensée devienne impossible, jusqu'à ce que nous ne puissions que rester là, à sentir nous submerger en vagues battantes. Je compris alors que ces 2 étrangers étaient des fantômes, les véritables fantômes de l'ancien manoir Phipps. Quelle scène, au nom du Tout-Puissant, venions nous deux voir se rejouer sous nos yeux. Était-ce l'expérience que Mansfield et Gregory avaient prévue plus tôt dans la soirée? Une expérience si dévastatrice pour l'esprit qu'elle les avait rendus fous? Où sont-ils, Bradley? Où sont Mansfield et Gregory? Bradley me regarda, ses yeux étaient énormes, ses lèvres tremblaient. Où sont-ils? Répéta-t-il lentement. Ses mains bougeaient d'une manière étrange, incontrôlée, tandis qu'il me fixait, impuissant. Je lui pris la lampe de poche et je commençai à monter l'escalier, alors qu'il, lui, me fixait, impuissant. En haut sur le palier, d'où partaient, tels des bras levés, 2 volées d'escalier plus étroites, s'enfonçant dans l'ombre, nous nous arrêtâmes. Là, dissimulés à la vue de ceux restés en bas par l'inclinaison de l'escalier, gisant contre le mur, se trouvait le corps tordu d'un homme. Il était tombé comme si la mort l'avait fauché en plein vol après qu'il eût été projeté à travers le palier. Du bas de l'escalier, Bradley gémit. Je sentis la balustrade vibrer lorsqu'il s'y affaissa lourdement. Je tremblais de façon incontrôlable. Le corps était celui de Gregory. Après un instant, nous trouvâmes le courage de regarder de plus près. Nos yeux enregistrèrent avec une netteté photographique. Nos esprits engourdis gravèrent automatiquement l'horreur figée. Les yeux grands ouverts, vitreux, la tache de peinture écarlate sur sa poitrine. Sans un mot, nous nous détournâmes et redescendîmes l'escalier en titubant, comme poussés par une force contre laquelle la volonté humaine ne pouvait rien. Je dirigeai le faisceau de la lampe vers l'ombre profonde derrière l'escalier, sous la balustrade par-dessus laquelle Mansfield avait semblé basculer. Sans surprise, je vis son corps. Étendu en croix comme s'il avait tenté d'amortir sa chute, écrasé contre le sol nu, la nuque brisée. Je me souviens de peu de choses après cela. Je ne sais pas s'il y eut des crises d'hystérie ou, pire encore, un silence maîtrisé et terrifié. Je ne me rappelle ni comment ni quand nous quittâmes la maison. Les souvenirs redeviennent clairs le lendemain après que les premiers rouages de l'enquête policière. La certitude affichée des autorités que nous avions inventé une histoire fantastique pour couvrir un double meurtre au sein de notre milieu mondain. Les gros titres des journaux. Il fallut longtemps pour que cette nuit dans l'ancienne maison Phipps disparaisse de la mémoire du public, mais elle finit par être oubliée. Et pendant des années, elle ne demeura pour moi qu'une zone de cauchemar, enfouie dans les recoins de ma mémoire.
jusqu'à l'été dernier, lorsque la vieille maison fut enfin démolie pour éviter de payer des taxes, m'a-t-on dit. C'est à cette époque que je rencontrai Bradley par hasard, un jour en ville. Il paraissait plus distingué que jamais, ses cheveux prématurément blancs accentuant encore plus son allure. Il posa sur mes tempes grisonnantes un regard empreint d'une compréhension ironique. « They're either too young or too old », fredonna-t-il doucement, reprenant une chanson à succès, avant de faire un geste bref et nerveux de la main droite. « Nous sommes trop vieux, c'est ainsi. Déjeunons ensemble. » Dans le restaurant calme à l'écart de l'avenue où il m'emmena, il me révéla enfin ce qui liait tous les fils, mettant un point final à l'histoire du manoir Phipps. « Je ne pouvais pas m'empêcher d'y retourner, » dit-il lentement. « Dès qu'ils ont commencé à raser la maison, j'y allais presque tous les jours. Je savais qu'ils trouveraient quelque chose. Appelle ça une intuition, une prémonition, ce que tu veux. » Il savait. Je savais qu'il découvrirait quelque chose dans cet escalier. J'ai vu quand ils ont arraché le plancher du palier, dégagé les gravats, la pierre et le mortier en dessous. Cette maison avait été construite pour durer. Quand Phipps l'a bâtie, il comptait bien s'installer définitivement. Mais avant cela, il devait se débarrasser de son passé. Il avait sans doute 2 hommes qui voulaient rester à terre avec lui, même après qu'il eut partagé son butin sanglant avec l'équipage. Mais Phipps savait que ces 2-là n'étaient pas le genre d'hommes qu'il voulait autour de lui, maintenant qu'il aspirait à une forme de respectabilité. Voilà ce qui a dû se passer. Quand les maçons eurent presque fini de combler cet escalier, le vieux Phipps a fracassé le crâne de ces 2 marins, les a jetés dans le mortier et les a recouverts. Ils ont retrouvé les squelettes l'autre jour, tu sais. Je pris ma tasse de café et la reposai. J'ai lu dans le journal qu'ils avaient déterré des boucles d'oreilles en or et des coutelas avec eux. Bradley me regarda longuement. Drôle de détail, ces coutelas. Tu te souviens que le corps de Grégory ne portait aucune blessure et qu'il est mort d'une défaillance cardiaque? Je repris ma casquette, puis la reposai encore. Grégory, Mansfeld. Quelle façon atroce de mourir. Pense-y. Ils ont remonté cet escalier une seconde fois après avoir déjà vu les fantômes. C'était une reconstitution, n'est-ce pas, Bradley? Nous aurions pu les sauver. Ils étaient fous de terreur, mais pas au point de ne pas tenter de nous prévenir. Nous aurions dû les assommer, les attacher, faire quelque chose. Nous aurions dû les sauver. Lentement, Bradley secoua la tête, une expression étrange, lointaine, celle de quelqu'un qui a contemplé l'infini, passa devant ses yeux. Non, mon ami, nous n'aurions rien pu faire. Il était déjà trop tard. Ils étaient déjà morts lorsque nous les avons vus dans ce couloir. Oui, c'était une reconstitution. Ils étaient morts avant même que nous n'entrions dans la maison. Nous n'avons pas vu 2 fantômes cette nuit-là, nous en avons vu 4. Quand j'ai tenté de saisir Mansfield dans le couloir, ma main l'a traversé comme si je traversais le néant. Un néant froid, vide, terrible, comme l'espace noir et mort au-delà des étoiles les plus lointaines.